Bienvenue à tous sur cette finish line. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis avec Axel Carion, l'organisateur. Comment ça va? Mais ça va, Jérôme un peu attaqué avec la fatigue de la semaine, mais on tient le pont, on est là. On tient le pont. Alors, une course très particulière. À l'heure où nous parlons, on est jeudi. On a à peu près 75 coureurs, je crois, de mémoire qui sont arrivés. C'est-à-dire qu'il en reste presque autant à arriver sur cette finish line de Villard-de-Lans. Exactement, on a la moitié, un peu plus de la moitié des coureurs qui sont arrivés. Les ultracyclistes qui ont bien lutté avec les conditions climatiques ont été très variables. On a eu une épreuve particulière parce que la neutralisation a quand même apporté un sel nouveau dans cette aventure du Bike Manora 5e édition. Mais on s'est bien adapté et j'ai été très heureux de voir la progression des ultracyclistes, la gestion également des femmes et des hommes qui ont participé à cette compétition, parce que le fait de s'arrêter comme ça en plein milieu de la première journée, c'est pas facile de pouvoir repartir. J'en discutais d'ailleurs en off un peu avec Lauriane Placé. C'est vraiment pas simple de marquer une pause alors qu'on s'est programmé dans une course longue distance pour pouvoir fixer ses nuits, fixer ses arrêts, fixer ses ravitaillements. Là, ça a transformé un peu la logistique de tout le monde. Mais voilà, ça a apporté son sel à l'aventure du Biking Man, parce que ça reste une aventure également organisationnelle, hein, d'un point de vue direction de course. Il y a toujours des phénomènes qui se déroulent, qui sont imprévisibles. Et finalement, c'est là où on se ressemble avec les coureurs. C'est là où on voit l'efficacité de son équipe, évidemment. Vous avez réagi, pas moi qui le dis, ce sont les concurrents. Vous avez réagi de manière remarquable. De toute manière, il n'y avait pas le choix, mais vous avez mis en place tout ce qu'il fallait. Est-ce que d'après toi, parce que tu as discuté un petit peu avec les coureurs, est-ce que pour certains, ça les a perturbés? Je pense que ça a changé un peu de logistique, mais globalement, tout le monde était rassuré quand il y a eu les orages à la fois dans la Drôme, et puis surtout d'imaginer, quand on a vu la puissance de ce qu'on a eu dans la nuit, ce qui aurait pu se produire en Ardèche. Donc à la fois, ça a été un exercice de terrain intéressant pour les participants, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de participants qui vivent des neutralisations de ce type-là sur des courses de ce type-là. Et en même temps, ça a créé une atmosphère particulière avec ce camp de base de fortune qu'on a construit avec le concours et le soutien des deux préfectures de la Drôme et de l'Ardèche, quoi. Alors, un premier qui est arrivé assez vite d'ailleurs. Il a bien pédalé. Inédit, il n'avait jamais gagné. Jérémy, je pense que ça fait des années qu'il se prépare. Il avait déjà participé au Biking Manora il y a 2 ans. Il connaissait la modification de parcours qu'on a dû réaliser après la neutralisation. Et il a eu une gestion de course exemplaire, parce que très 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 préparé, quoi. Il a extrêmement bien préparé son épreuve et il a été régulier puisqu'il a pointé à tous les points de contrôle en leader. Donc il n'a jamais vraiment été, je dirais, inquiété par la concurrence, qui était pourtant rude, hein, parce qu'il y a eu derrière l'ancien professionnel Franck, Pincolé, Pampan, Aka Pampan. Pampan, il y a eu Rémi Bourrion, Lauriane Lauriane. Placé, ça a bien cartonné, Donc hein. il y avait des sérieux clients et Jérémy pour ça était vraiment au-dessus du lot. Ouais. Donc c'est toujours bien d'avoir des nouveaux qui gagnent en fait. Le championnat, tiens, on en est où le championnat? Parce qu'il reste une prochaine épreuve, donc il faut que celle-là se termine déjà. Il reste une prochaine épreuve au Maroc au mois de septembre, et puis le Brésil derrière. Eh bien, on en est où au championnat? Actuellement, Rémi, avec sa performance, il est arrivé deuxième sur le Biking Manora 2025, prend la tête du championnat devant André Freuch, le Brésilien, qui avait cumulé beaucoup de points sur les étapes sur le continent sud-américain. André participe au Maroc. Rémi, actuellement, ce n'est pas sûr. Donc, il va y avoir un chassé-croisé intéressant à surveiller au Maroc. Et puis, on a bien sûr Daniel Lins aussi, qui a eu plein de galères sur ce Biking Manora, donc le Brésilien qui est classé au championnat. Parce qu'il a cassé son dérailleur, il a dû vivre pas mal de stress et beaucoup d'incertitudes, parce qu'il ne parle pas français, pour trouver et réparer son vélo, et qui va participer à la fois au 500 en Vercors, qu'on enchaîne ce week-end de vendredi à dimanche, et qui va sans doute venir au Maroc aussi. Donc ça va être intéressant, tout va se jouer non pas au Maroc, ça va jouer au Brésil bien sûr. Ça va se jouer au Brésil, et bah, c'est bien d'avoir une épreuve ouverte avec des nouveaux qui gagnent. C'est plutôt bien. Donc le Maroc, ça risque d'être chaud, hein, parce que Rémi effectivement dit, moi au départ il dit je serai pas là, j'en fais deux et puis c'est terminé. Sauf que l'appât, non pas du gain, mais l'appât de la victoire, du podium, de la place numéro 1, ça l'enchante. D'ailleurs Rémi, moi je lui tire mon chapeau.
peut-être que toi aussi. Il a enchaîné Valberg il y a 3 semaines, et là, donc deux Bike in Man, 2 fois 1000 km. Avec une performance toujours aussi efficace dans sa gestion. Il a eu beaucoup de galères sur le Bike Manora, un peu de casse mécanique, de la crevaison. C'est peut-être des signes d'usure de son destrier, de son vélo. Ça lui permettra de le préparer peut-être pour le Maroc, mais effectivement les gens ne se rendent pas forcément compte d'arriver à maintenir ce type de performance sur 2 épreuves à moins de 4 semaines d'intervalle. J'en ai un peu discuté également en off avec Rémi. Il a consacré pas mal de temps à sa récupération. Il a quand même eu l'occasion de se faire une cyclosportive entre le Biking Man des Alpes-Maritimes et le Biking Man de Villars. Mais voilà, après le reste du temps, il a marqué une pause et il s'est focalisé principalement sur sa récupération. Et il a eu une très belle gestion d'épreuves sur cette Aura 2025. Voilà Axel, on sait tout, presque tout. Je te propose, on va recevoir le number one de cette course, hein, Jérémy, et puis d'autres concurrentes, comme ça, ils nous donnent un petit peu leurs impressions, comment ça s'est passé, comment ils ont vécu cette course. Merci Axel. Merci Jérôme. On continue avec des concurrents, avec des coureurs. J'ai le plaisir de recevoir Baptiste Gaujon. Salut Baptiste. Salut. Approche-toi un petit peu du micro, ça sera bien. Et Franck Pincolet. Donc Baptiste, tu viens de l'Ain, c'est pas loin d'ici. Et Franck, tu viens de l'Eure, là-bas d'Évreux. Tu as été coureur professionnel pendant quelques années. Peut-être un petit peu dégoûté, tu es parti et tu le fais en amateur, tu as créé une équipe à Évreux. Tu vas nous en parler, mais avant tout ça, je voulais vous demander, hein, c'est pour tous les deux un premier Bike in Man. Je voulais vous demander un petit peu vos impressions, parce que ça a été une course curieuse, hein, qui a été neutralisée pendant... D'où on ne sait plus si Franck il est 2e, 3e, 2,5, on ne sait pas, parce qu'il a fallu calculer les temps. L'arrêt de 13 heures à Bourg-les-Valence a été magistralement mené. Franck, tes impressions sur ce premier Bike in Man? Alors mes impressions, on se demande toujours comment on a pu réaliser un parcours pareil, 1000 km, avec des ascensions de folie, un paysage de fou. Je crois que je suis pas encore redescendu de mon nuage d'ailleurs. Donc voilà, c'est des sensations particulières, difficiles à expliquer. Mais bon, on y est arrivé quand même, donc on est quand même fiers de soi. Évidemment, nous aussi on est fiers de vous, et vous pouvez être fiers de vous. Comment on s'y prépare, Baptiste, un premier Bike in Man? Toi, je crois que tu as fait un petit peu d'ultra-distance, mais tout seul. C'est-à-dire qu'un jour, tu as décidé d'aller rejoindre un copain entre chez toi, l'Ain, et Saint-Cyr-sur-Mer, là-bas, sur la belle Côte Bleue. Tu es parti, tu as fait 500 km et tu t'es rendu compte que tu pouvais le faire. Oui, c'est ça, je me suis rendu compte que ça pouvait le faire, que j'ai bien aimé ce type d'effort, et puis du coup là c'était vraiment en autonomie complète, un peu comme sur les Biking Man, et ça m'avait vraiment plu. Du coup je me suis dit, vu qu'avant je courais un FFC, que j'ai eu quelques soucis, etc., ça me faisait un autre moyen de pratiquer le vélo, et ça me plaisait vraiment beaucoup. Et du coup après sur la saison dernière j'ai fait une course de 24 heures qui m'a aussi plu, qui s'est très bien passée sur le campus de l'INSA Lyon, du coup mon école. Et cette année, je me suis dit, je vais essayer d'y aller quand même progressivement. Donc j'ai fait un 300, un 700 en Savoie, et puis là, le Bike in Man. Après, le Bike in Man, voilà, c'est pas compliqué. Il suffit d'enchaîner 1000 km en moins de 120 heures. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est la préparation physique, c'est la préparation de la machine, c'est le mental. Moi, j'ai ma petite idée, mais voilà, où tout ça réuni. Franck? Je pense qu'il y a beaucoup de mental, parce que moi personnellement je me suis pas préparé, ou beaucoup moins que Baptiste. J'ai un métier à côté, donc je faisais entre 10 et 12 heures j'ai essayé de faire entre 10 et 12 heures de vélo la semaine, des sorties de 5 heures maximum. Donc quand je rentrais des fois de ma sortie de 5 heures, je me disais mais je vais avoir 1000 bornes, je vais avoir 48 heures, parce que je m'étais fixé 48 heures dans ma tête. Donc je me disais c'est pas possible, ça va être très compliqué. Donc c'est surtout moi, ça s'est joué, je sais pas, dans la tête. Je dois débrancher le cerveau à un moment donné, et je dois pédaler sans... D'ailleurs j'ai plein de trous, je sais plus, il y a plein d'endroits où on est passé, je me souviens de rien. Je sais pas, je devais être en apnée mentale,
Ça veut dire qu'il faut. Il y en a qui disent, je suis revenu parce que c'est le même parcours que l'an dernier, et il y en a qui se disent, finalement, je reviens pour voir des choses que je n'ai pas vues l'année dernière. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Bah, j'ai eu un peu la même impression. C'est qu'en fait, je pense qu'à un moment, on est tellement dans notre course et bah, inconsciemment, on n'écoute pas certains messages de notre corps parce que bah, sinon, si on s'écoute totalement, je pense qu'on s'arrête. Et du coup, bah, ouais, c'est un peu comme tu as dit, on déconnecte et j'ai vraiment ce truc aussi de me dire, ah mais. Enfin, des fois, je vois des vidéos sur le résumé du jour, par exemple, j'ai regardé hier. Je vois des endroits, je me suis dit, bah. Ouais. Je me rappelle pas tant que ça y est passé en fait. Ouais, on est, Alors, ouais, c'est ça, c'est des flashs. Est-ce que ce dont vous devez vous souvenir, évidemment, c'est la dureté? Vous êtes dur au mal. Toi, tu es, Baptiste, fils d'agriculteur. Tu donnes peut-être des fois des petits coups de main à la ferme. Toi, bah, avec la carrière que tu as fait, évidemment, tu sais ce que c'est de souffrir sur un vélo. C'était plus dur ou moins dur que ce que vous aviez imaginé, Franck? Alors franchement, bah, je connais forcément l'effort du vélo, je connais mes limites et encore, je les connaissais pas puisque je savais même pas si j'allais finir les 1000 bornes et dans l'état où j'allais les finir. Donc franchement le corps humain a des réserves qu'on ne peut imaginer, hein. C'est un truc de fou. Moi, j'en reviens pas encore d'ailleurs. 42 heures sur un vélo, quand on parle à une personne lambda, 42 heures sur un vélo, il dit c'est pas possible, quoi, c'est inhumain. Donc on est capable quand même de faire des choses incroyables, mais que ce soit n'importe qui en fait, hein. Je pense qu'on est capable de se dépasser. Oui. Alors ça, vous vous en rendez compte sur le vélo. Moi, il y a beaucoup de concurrents, quand ils arrivent, me disent, j'ai été au-delà de ce que je pensais pouvoir réaliser. Je ne pensais pas que je pouvais réaliser ça, Baptiste. Oui, bah c'est vraiment ça. Ça revient un peu avec ce qu'on disait avant, je pense, c'est au moment où on arrive à débrancher un petit peu en quelque sorte et à se dire bon bah maintenant que je suis là, de toute façon il faut y aller. Et puis en fait j'avais beaucoup entendu ça, je l'avais pas encore trop ressenti sur les anciens trucs que j'avais fait, mais c'est vraiment des hauts et des bas pendant bah, toute la durée de l'épreuve en fait. Mais sauf que des fois les bas ils durent très longtemps et c'est là que le mental, du coup, comme tu disais tout à l'heure, il joue quand même une bonne partie. Alors Rémi Bourrion, hein, qui est en tête du championnat, puisqu'il a gagné la dernière fois, là il fait 2 ou 3 avec toi, on ne sait plus, mais peu importe, c'est le top 3, dit les 200 derniers kilomètres, en gros, ou les 100 derniers, je les ai fait au mental, quoi. Ouais, c'est clair. Moi, je connaissais pas du tout le parcours. Quand je suis arrivé, il y avait un coup de chaud en plus au pied de la machine, qui porte bien son nom d'ailleurs. Le col de la machine. Le col de la machine, pour moi, ouais, ça a été quand même très dur. J'ai dû me battre contre des débuts de crampes. J'ai dû me battre contre mon assis. J'arrivais plus à m'asseoir sur la selle en fait. J'avais des échauffements sous la selle. Donc j'étais pratiquement tout le temps en danseuse, en train de combattre les crampes. Donc j'ai vraiment été dans le dur. Les 2 derniers cols, ça a été très, très compliqué pour moi. Et l'arrivée sur Villard-de-Lans, interminable dans les gorges, c'était magnifique. Mais je crois que je reviendrai avec mon fils le faire tranquillement parce que c'était vraiment magnifique, quoi. La dernière montée, c'était incroyable. Fantastique. Ton fils, il est plutôt VTT, non? Alors mon fils, non, il commence le vélo cette année en cadet, la route. Et là, on s'en va faire un petit stage à Val d'Isère en altitude pour préparer le championnat de France, qui est pas loin d'ailleurs, le championnat de France. C'est un Tour du Pin. Tour du Pin. La Tour du Pin dans l'Ain. Alors juste pour terminer, hein, la gestion de crise de cette course, hein, c'est la première fois que la course est entièrement neutralisée. Vu de l'extérieur, en tout cas moi, faisant partie aussi des Race Angels, j'ai trouvé que ça avait été magnifiquement organisé. Presque aucun détail n'a été oublié. Comment vous l'avez vécu, vous, Baptiste? Au final, moi j'ai eu du mal quand même, dès que j'ai appris que c'était neutralisé, à continuer à pousser et tout. Puis en fait, de base, je venais juste pour finir, donc je me suis dit, j'ai vu que c'était neutralisé, je me suis dit, bon, bah, je vais finir tranquille jusqu'au point de neutralisation. Et après, le soir, j'avais du mal à rester concentré, en fait, à rester dans ma course. Et ça s'est bien ressenti quand même le lendemain. Je pense jusqu'au 50 bornes après le CP1, j'étais toujours pas dedans, j'avais du mal à m'y mettre. C'est difficile de repartir. Ouais, c'est ça, c'était un peu dur. Après, ça a été pas trop mal géré. Bon, il a manqué quelques lignes, mais je pense que de toute façon, vous avez fait ce que vous avez pu. Sur le moment, c'est un peu frustrant, puis après, on se dit, bon, bah. J'ai déjà organisé quelques événements aussi, et en fait, c'est vraiment pas facile, et je pense que ça a été très bien géré.
Mais juste, bah, moi je l'ai trouvé un peu dur de se remettre dedans. Ouais, un peu dur. Alors après, l'organisation n'avait pas le choix, hein. C'était les préfectures qui ont tout bouclé. Mais voilà, alors oui, je pense que ça a été bien organisé, en tout cas du mieux possible. Très bien organisé. Très bien organisé, en 1 heure de temps. Mais derrière, c'est aussi la vie du coureur, des coureurs que vous êtes, parce que il y en a qui étaient partis pour ne pas dormir pendant 48 heures. Et donc ça peut perturber. En fait, moi, franchement, à ce moment-là, quand Axel m'appelle, j'étais devant en tête avec, je crois, j'avais 10 km d'avance sur le deuxième. Bon, j'étais parti dans les premiers aussi, donc voilà, mais quand il m'appelle, je suis un peu déboussolé, quoi. Il me dit stop, la course va s'arrêter, on va repartir que demain matin à 5 h. J'ai eu un gros moment de doute à me dire je rentre à la maison. Je rentre à la maison. Je rentre à Villars. Moi, je pensais effectivement qu'il y en a qui allaient se dire bon. Pas méchamment, hein, mais c'est terminé, voilà, ma course est terminée, je rentre. En fait, ça n'a pas été le cas. C'est très bien, franchement. Moi, je dis bravo à l'organisation, vraiment chapeau bas, parce que trouver un logement, un endroit pour s'abriter en l'espace de, je sais pas, il s'est passé 2 heures. Après, bon, on s'est débrouillé, chacun s'est débrouillé. Il y en a qui sont restés au gymnase, d'autres qui ont... Moi, perso, j'ai réussi à trouver, j'ai eu la chance de trouver un Airbnb à 400 mètres du gymnase, donc j'ai pu dormir dans un lit au moins. Et par contre, le lendemain matin, on n'a pas pris la bonne route. Ah bon. Donc on est sorti à droite, on a fait 4 bornes de plus parce qu'on pensait à rallier le lieu où on s'était arrêté la veille. Donc, il y a eu un petit problème d'incompréhension, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc en communication, on dit toujours quand il y a une incompréhension, ça vient pas totalement de l'émetteur, ça ne vient pas totalement du récepteur. Exactement. C'est partagé, mais globalement, et pour terminer, ce que je comprends, c'est que vous êtes totalement satisfait de votre premier Bike-in-Man. Bah, moi, Baptiste. Oui. Ça a été vraiment une belle expérience. Bah, long et dur, mais c'est aussi pour ça qu'on vient sur des épreuves comme ça. Et non, vraiment, vraiment satisfait. Après, je m'attendais pas à finir à une place. Ouais, tu finis 9, hein, top 10. Donc c'est un peu dur même à réaliser, sans forcément parler de la place, juste comme tu as dit au début, du parcours et de tout ce qu'on a fait en finale, un temps qui est assez faible. Mais une très bonne expérience et je pense que ça sera des très bons souvenirs une fois qu'on aura réalisé tout ça. Franck, pareil à peu près. À quand un Bike-in-Man à Évreux, c'est ça? Non, à Évreux, je pense pas. Je pense qu'il y a d'autres régions beaucoup plus belles, même si la Normandie est belle, mais pour les monter par exemple. Plus vallonné. Voilà, là c'était... le prochain objectif, je pense que ce sera la Corse, parce que je voulais faire la Corse, mais il était complet, donc je suis venu sur l'Ora. Faut demander aux organisateurs une wild card, comme on dit au tennis, une invitation. Ouais, je crois que c'est complet, je crois l'année prochaine déjà la Corse. Donc on verra bien, peut-être un jour. Mais franchement, bravo à l'organisation, bravo à toute la famille du Bike-in-Man. Franchement, c'est une super organisation. Je suis quand même un peu baroudé dans le vélo, donc chapeau bas à toute l'organisation. Ouais. Chapeau bas, merci pour eux, hein, merci pour eux. Et puis tiens, on va passer à d'autres invités qui vont nous donner leur ressenti. Évidemment, merci à vous. Vous êtes fatigués, mais vous avez accepté l'invitation. Vous êtes en pleine récupération. Vous avez accepté de venir. Merci à vous deux. Merci. On continue sur cette finish line à Villard-de-Lans. On a 2 invités exceptionnels. Le premier, Jérémy Allinger. Salut Jérémy. Salut. Et puis la québécoise du circuit, elle a l'habitude de venir, malheureusement elle a dû abandonner, elle va nous raconter ça. Geneviève Hilley, je ne sais pas si on le dit, elle nous vient de Québec, à côté de Québecville. Alors, dites-moi tout, Jérémy, c'était pas ton premier, mais c'était ton 2e Bike-in-Man. Tu étais venu ici il y a 2 ans ou 3 ans pour voir, et là, c'est toi qu'on a vu. C'est ça, exact. J'avais déjà fait le Ora il y a 2 ans. C'était pas exactement le même parcours. On partait de Beaumont-les-Valences. Et j'ai pris de l'expérience à ce moment-là, ça c'est clair. Et donc je suis revenu cette année. Pas l'année dernière parce que j'ai fini ma thèse, j'avais pas trop le temps. Et donc je suis revenu avec plus d'expérience, mieux préparé physiquement également. Et voilà. Alors, mieux préparé évidemment. Tu juges, pour préciser, ton métier, c'est tu
tu es dans la recherche, dans l'accompagnement des sportifs, tu es coach aussi à tes heures perdues. Il y avait des concurrents qui te baisaient presque les pieds à l'arrivée parce que tu les as aidés à participer. Et je dis toujours, ben voilà, c'est pas tout de donner des conseils, mais il faut aussi montrer sur le terrain ce dont on est capable de faire. C'est ça, exact. Donc de base, je suis enseignant-chercheur en physiologie de l'exercice. Donc j'ai en fait le côté un peu théorique, on va dire. Mais si on n'a que la théorie, ça marche pas forcément. Et donc, il faut forcément la pratique. Et donc avec la théorie et la pratique, j'arrive à suivre, à donner des conseils pour les personnes qui veulent se lancer dans l'ultracyclisme, juste pour finir ou bien pour faire une certaine performance, quoi. Voilà Geneviève, si tu reviens sur un Bike in Man, est-ce que tu vas t'appuyer? Alors je précise, malheureusement, au moment de monter dans l'avion Air Transat là-bas à Montréal ou à Québec, tu as donné un coup de pied dans ta valise qui t'avait embêté et puis tu t'es cassé le petit orteil. Alors tu es quand même venu et tu t'es dit bah, je vais quand même participer parce que tu n'en es pas à ton premier Bike in Man, mais c'était trop dur au bout de 200 km ou 300 km, tu as bâché. Oui, effectivement. En fait, je pense que dans l'ultracyclisme, on comprend qu'on ne contrôle pas tout. Et c'est un accident bête, c'est vraiment frustrant, mais que voulez-vous, c'est arrivé. Donc, l'orteil cassé. J'ai décidé de prendre le départ quand même parce que je crois que je m'en serais voulu de ne pas le faire. Mais ouais, c'est quand même très douloureux. C'est arrivé 6 jours avant le départ quand même. Donc, ouais, je suis contente d'avoir essayé. Puis tout ce que ça me dit, en fait, c'est que j'ai envie de venir prendre ma revanche. Donc, il n'y a pas de si je reviens, ce sera lorsque je reviendrai. Forcément, lorsque tu reviendras. Alors, sur ce parcours, tu ne le connaissais pas. Enfin, les deux, vous ne le connaissiez pas. Si, toi un petit peu, mais il a changé. Comment vous l'avez trouvé, ce parcours? Parce que toi, tu as quand même, après les 300 km et l'interruption, Geneviève, tu as continué, tu es un petit peu allé sur les routes. Comment vous l'avez trouvé, ce parcours, Jérémy? Bah, magnifique, hein. C'est des routes, en plus, très peu empruntées par les voitures. Donc, on se retrouve très rapidement seul. Au contact de la nature, enfin c'est vraiment que de super paysages qu'on n'a pas l'habitude de voir, même si je suis de Grenoble, donc la montagne j'ai quand même l'habitude en ce moment, mais c'est pas du tout, c'est à chaque fois différent on va dire, et à mon avis on peut le faire plein de fois, ça sera toujours différent en fonction de la météo, des conditions. Alors justement la météo, vous êtes tous les deux, un de Grenoble, un de Québec, des pays froids, des pays de neige. Et quand on arrive sur ce Bike in Man, on est au mois de juillet, il faut avoir du fond, il faut avoir emmagasiné des kilomètres. Est-ce que c'est plus facile d'emmagasiner des kilomètres sur Grenoble ou sur Québec, d'après toi, Geneviève? C'est une excellente question. Moi, j'avais fait la Desertus Bicus en avril, donc j'ai dû m'entraîner. Il y a plus de soleil. Oui, plus de soleil, mais j'ai eu de la neige quand même au départ. Donc, je me suis entraînée seulement qu'à l'intérieur, donc 4000 km sur le home trainer. Donc, est-ce que c'est plus facile à Québec? Je ne le sais pas, mais ça dépend du temps de l'année nécessairement. Donc, chacun ses kilomètres. Chacun ses kilomètres. Jérémy, est-ce que tu fais comme Geneviève, quand les premiers rayons de soleil sortent à Québec, elle met les roues cloutées sur son vélo pour pouvoir sortir? Bah, c'est sûr qu'on est obligé de s'adapter en fonction de la météo et l'hiver, vaut mieux privilégier le home trainer pour faire peut-être plus de spécifique sur de l'intensité et pas forcément sur du volume très important. C'est l'occasion. Et forcément, lorsque les beaux jours reviennent, là, on peut commencer à mettre plus de fond, plus de distance et commencer à faire beaucoup plus de volume. Donc c'est très précis hein, l'entraînement. Alors, dans un Bike in Man, pour le terminer, il y a du mental, il y a du physique, il y a la préparation de la machine. Et il y a la nutrition sur le vélo qui n'est jamais simple, surtout quand on est dans une région où à chaque virage on trouve du saucisson de montagne, du jambon de montagne, du fromage de montagne. Comment on se nourrit sur un Bike in Man, Geneviève? C'est certain qu'il y a beaucoup de bonbons sucrés, de gel et tout, de beurre, mais moi je m'assure toujours d'avoir un vrai repas au moins une fois par jour parce que à un moment donné, psychologiquement, tu as besoin de ça, ça fait du bien, mais tu as besoin aussi
de ravitailler comme il faut. Puis le saucisson, c'est de le garder en tête pour la fin. Ou de l'amener, oui, c'est ça, pour repartir avec. Exactement. Attention, parce qu'on rentre pas avec du saucisson là-bas. Ils contrôlent à l'aéroport à Montréal. Une fois, je me suis fait piquer mes saucissons au fromage que j'ai amené là-bas. Il faut faire attention. Jérémy, toi, tu as mis tellement peu de temps. Est-ce que tu as réussi à t'alimenter quand même? Ah bah oui, c'est super important. C'est même, à mon avis, l'un des facteurs les plus importants pour l'ultra. Il faut alimenter la machine en carburant. Donc au début, on essaye d'optimiser avec ce qu'on apporte. Donc c'est super optimisé parce qu'on connaît ce qu'on mange, etc. Mais bon, forcément, on ne peut pas apporter toute la nourriture qu'on consomme sur le vélo. Donc au bout d'un moment, il faut s'arrêter, acheter des choses à manger. Et donc on essaye de prendre les choses qu'on a l'habitude, des choses qui nous donnent envie également, parce que le plus important, ça reste d'engendrer des calories, hein. Que ce soit du saucisson, du chocolat, du sucre, peu importe. L'important, c'est d'engendrer des calories parce qu'on en dépense, hein. Un Biking Man, là, par exemple, j'ai dû dépenser 26 000 kilocalories. Donc c'est énorme. Dites-vous qu'en une journée, normalement, je dépense, sans forcément faire d'activité physique, hein, environ 2500. Donc là, c'est comme si je venais de dépenser 10 jours d'énergie. Donc forcément, il faut engendrer les calories. Et on essaye d'optimiser au mieux ces calories en prenant peut-être un peu plus de glucides, plus de protéines, plus de lipides en fonction de plein de choses, quoi. Plein de choses. Alors tous les deux, puisque maintenant vous avez cette expérience, vainqueur, X Biking Man pour toi Geneviève, quel conseil donneriez-vous à des gens qui veulent démarrer dans l'ultra-distance, qui veulent démarrer dans le Biking Man? Alors évidemment, pas le conseil de ne pas taper le pied dans la valise, évidemment, parce que ça, on essaye de le faire naturellement. Geneviève, quel conseil tu donnerais à quelqu'un, une femme, qui viendrait sur un premier Biking Man? De commencer lentement mais sûrement. La constance, c'est la clé. Optimiser les arrêts, faire le moins d'arrêts possible, mais tout faire en même temps, les toilettes, boire, manger, ravitailler, stocker du linge, se changer. Puis naturellement, tester le matos dans toutes les conditions. Donc, pas arriver. Essayer de limiter le plus possible les surprises. Les surprises. Alors on dit que bon, il y a des surprises et puis il y a ce qu'on attend et ce qu'on n'attend pas de toute manière. C'est là où on voit finalement que on est capable de se relever, de changer de situation et de trouver les solutions. Jérémy, qu'est-ce que tu dirais toi dans la préparation? C'est un petit peu ton métier. Garder la notion de progressivité. Donc y aller petit à petit au niveau des distances, 200, 300, etc. Après, on n'est pas obligé de faire forcément un 1000 avant le Biking Man pour être sûr de le finir. Mais y aller progressivement, tester son matos également, comme tu l'as dit, dans des conditions, toutes les conditions. Et forcément, de toute manière, il faut en faire pour avoir de l'expérience, pouvoir optimiser les choses. Parce qu'on a beau avoir 40 000 conseils, le meilleur, ça reste l'expérience, et c'est là où on comprend les choses, quoi. Et du coup, il faut bien se connaître. Dernier conseil que vous donneriez peut-être, inscrivez-vous à un Biking Man. Exactement. Ouais. Vous allez avoir des images plein la tête, vous allez en rêver au début et puis vous allez après se dire pourquoi je n'ai pas commencé avant. Bon, vous êtes jeunes tous les deux. Pourquoi je n'ai pas commencé avant et pourquoi pas ne pas m'inscrire dans un prochain Biking Man. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On y retourne au final, hein, parce qu'on aime ça et il y a tellement d'émotions, de choses qu'on vit durant ces épreuves-là qu'on a juste une envie, c'est de recommencer à remettre le couvert. Tout à fait. Geneviève, c'est ça? Tout à fait. C'est un condensé des émotions qu'on vit en une semaine, dans toute une vie. Donc, quand on ressort de là, on arrive avec un bagage immense dans la vie de tous les jours, une résilience. Moi, ça m'aide beaucoup. Qui sert dans la vie de tous les jours. Vraiment. C'est fascinant. C'est puissant. Bon ben voilà les prochains qui veulent s'inscrire sur un Biking Man. On a eu 4 témoignages très intéressants de ce qui s'est passé sur le Biking Man, de ce qu'il faut faire pour se préparer. Et puis voilà, cette finish line se termine. Il y a encore des concurrents, des concurrentes sur la route qui essayent de vous imiter.
encore une fois, pas en se cassant le pied, mais qui essaye de nous imiter. Merci à tous. C'était la finish line sur la finish line de Villard-de-Lans. Demain vont partir les coureurs pour le 555-500 km. Là, on était sur du 1000 km, 18 de D+, à faire en 120 heures. On se retrouve mi-septembre au Maroc. Encore un Bike in Man qui nous fait rêver. J'espère que vous êtes inscrits. À bientôt.